Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de ALNNT2 Radio. Mon nom est Jean-Michel Berthiaume. Aujourd'hui, nous vous présentons la captation audio du Midi Conférence en compagnie de Clarisse Bardion. Le 19 février dernier, le ALNNT2 a reçu Clarisse Bardion qui est associée à l'Université Polytechnique Hauts-de-France, le laboratoire de Visu, une chercheure associée au CNRS, le laboratoire Talim. Elle est venue présenter une communication qui s'intitule « Documenter et préserver les arts de la scène au temps du numérique », une présentation de Recall et Memory Call. Qu'est-ce que Recall? Recall est un environnement open source pour documenter, analyser les processus de création et faciliter la reprise des œuvres. C'est un logiciel qui permet de documenter les spectacles et les installations plastiques en prenant en compte le processus de création, la réception et les différentes formes d'une œuvre. Sans plus tarder, je vous laisse avec Clarisse Bardion. Et je vous souhaite une excellente écoute. La parole, on vous remercie. Bon, merci beaucoup. Je suis toujours ravie d'être à Montréal et très heureuse d'être au laboratoire NT2 puisqu'on s'était croisés à plusieurs reprises. Moi, je travaille depuis maintenant assez longtemps sur la question de la documentation des arts de la scène avec un aspect spécifique qui est celui des traces numériques. Et donc voilà, donc qu'est-ce que les traces numériques changent pour les arts de la scène, à la fois pour la préservation des œuvres et à la fois aussi pour la manière dont on peut faire l'histoire du théâtre aujourd'hui, puisque pour ceux qui sont notamment historiens de l'art, bien finalement aujourd'hui les documents sur lesquels on travaille sont de plus en plus des documents nativement numériques, voire des documents numérisés. Et que ça change beaucoup de choses en fait sur la manière dont on va faire de la recherche. Alors, je suis moi-même aussi très impliquée dans le mouvement des humanités numériques, puisque maintenant j'ai la responsabilité scientifique des humanités numériques dans la région Hauts-de-France pour la Maison des sciences de l'homme de Lille. Et je suis également membre du bureau d'Humanistica, qui est l'association francophone sur les humanités numériques. Voilà, donc ça peut aussi donner lieu à des échanges par la suite si vous vous posez peut-être des questions sur ces champs-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, mes recherches s'inscrivent vraiment voilà, dans le cadre de ces aspects-là. Alors, je voulais vous présenter cette performance, qui est une performance de Roman Hondak, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Good Feelings in Good Times, et qui est en fait la première performance à entrer dans la collection permanente d'un musée, en l'occurrence la Tate Modern à Londres. Et suite donc au mouvement qui a été impulsé par la Tate, il y a plusieurs musées qui ont décidé de créer des départements qui s'appellent des départements Time-Based Media Art, qui en fait ont deux grands critères. C'est d'une part que l'œuvre ne peut se percevoir que dans la durée de son déroulement. Donc on passe finalement des arts de l'espace aux arts du temps. Et d'autre part, que l'œuvre est éphémère d'un point de vue ontologique, c'est notamment le cas de la performance, et ou du point de vue de l'obsolescence technologique des médias qui la composent. Et donc ces deux grands défis font que dans ces musées qui commencent à acquérir ces œuvres, eh bien, il y a la création de départements de conservation qui sont spécifiques. Et c'est de cette manière que l'on a des performances qui commencent à intégrer des collections permanentes. Alors, c'est vrai que ça pose plein de questions, puisque les performances sont justement réputées immatérielles et éphémères. Et à partir de ce moment-là, comment est-ce que l'on peut préserver une performance, la représenter au public et l'intégrer dans une collection permanente? Alors, c'est aussi pour vous dire que ces questions-là sortent finalement du cadre plus général du musée, même si le contexte que l'on vient de décrire leur donne une prégnance peut-être plus importante aujourd'hui. C'est aussi ce qui a été à l'occasion d'un certain nombre de programmes de recherche, et notamment le programme DOCAM porté par la Fondation Daniel Langlois ici à Montréal, et qui a été extrêmement précurseur, notamment autour de tous les travaux sur la question des médias variables. Enfin, voilà. Et ces questions, elles rejoignent aujourd'hui des préoccupations extrêmement importantes pour l'ensemble des arts de la scène, tant la possibilité du répertoire, de la reprise que de la reconstitution. Alors, pourquoi est-ce que tous les arts de la scène sont concernés aujourd'hui?
Parce que vous pourriez me dire, bon, tout ça, c'est les digital performances, donc vraiment ces formes qui intègrent des technologies, que ce soit des capteurs, etc. Isabelle Chouanière, on est voilà, l'une des figures à Montréal. En fait, c'est beaucoup plus large que ça, puisqu'aujourd'hui, en fait, tous les spectacles sont confrontés à l'obsolescence des technologies. Alors, la première chose, c'est qu'en fait, aujourd'hui, toutes les régies sont numériques, que ce soit les régies son, les régies lumière, et que vous avez quand même très peu de spectacles qui fonctionnent à la bougie ou dans le noir. Ça existe encore, mais ça devient très rare. Et un processus de création, c'est à peu près 4 années. C'est-à-dire qu'entre les premières idées et la première du spectacle, vous avez à peu près un laps de temps qui dure 4 ans. 4 ans, c'est un cycle technologique. C'est-à-dire que le jour de la première, vous êtes confronté à des problèmes d'obsolescence. C'est que vous passez de OS 9 à OS 10, vous avez plus de disques, de CD-ROM dans cet ordinateur. Morave m'a encore fait des tours avec la mise à jour, etc., etc. Donc cette question, elle est... c'est-à-dire qu'elle ne concerne même pas forcément, si vous voulez, des œuvres que l'on va faire rentrer au répertoire ou des œuvres historiques que l'on va vouloir rejouer. C'est-à-dire qu'en fait, elle concerne les créations contemporaines. Et la question qui se pose, c'est finalement comment est-ce que l'on va faire pour assurer la tournée des spectacles. Donc c'est une question qui est extrêmement concrète pour les artistes. Pour nous, historiens de l'art, c'est une question qui est de l'ordre comment est-ce que l'on fait pour avoir accès à ces documents, à ces traces, lorsqu'ensuite on veut faire l'histoire de ces formes-là. C'est-à-dire, très simplement, comment est-ce que l'on va pouvoir faire l'histoire du théâtre au XXe siècle à partir du moment où on doit se fonder sur des traces numériques. Voilà. Alors ça, c'est des grandes questions. Je n'ai pas forcément les réponses concrètes à toutes ces questions. Mais très souvent, la réponse qui est amenée à la question générale, qui est comment préserver les arts de la scène, c'est en documentant. Alors la réponse, elle est très simple, mais finalement, comment faire, c'est beaucoup plus complexe. Et donc finalement, comment documenter les arts de la scène? Alors, depuis les années 60, très souvent la réponse, c'est avec la captation vidéo. Donc c'est finalement, avant la capture de mouvement, la réponse à l'archivage de ce document qui est le corps de l'interprète. Alors c'est quand même quelque chose qui a provoqué beaucoup de débats depuis les années 60. Ça a été souvent considéré aussi comme la trahison, une trahison de l'œuvre originale. Mais c'est une pratique qui s'est énormément banalisée, puisqu'on filme tous avec nos téléphones portables, voilà, que donc on filme les répétitions, on filme différents états de l'œuvre. Ça n'en demeure pas moins un document qui est extrêmement problématique et qui comporte de nombreux biais. Je vous présente cet exemple, qui est donc un spectacle de Adrien Mondeau et Claire Bardenne, qui est assez caractéristique, c'est-à-dire que dans cette vidéo, finalement, dans cette captation, il y a plein de choses que l'on ne voit pas, ou mal, parce que c'est trop sombre. C'est-à-dire que là, par exemple, vous avez sans doute l'impression qu'il s'agit d'un spectacle frontal. En fait, c'est un spectacle qui est en trifrontal. Donc, ne serait-ce qu'en regardant la captation, vous êtes incapable de savoir où sont positionnés les spectateurs et à quelle distance les spectateurs sont de la salle. Et ça, pourtant, c'est des informations qui sont absolument cruciales. Une autre chose, c'est qu'on n'arrive pas forcément à bien distinguer s'il s'agit d'une interactivité en temps réel, par exemple avec des capteurs, ou pas. À votre avis, là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une interactivité temps réel ou... En tout cas, en partie, en temps réel. Mais ce qu'une documentation comme ça-ci pose comme problème, c'est la limite que ça documente seulement le visuel puis le son dans un style mono, deux sorties, mais stéréo donc. Mais il n'y a pas de capacité sensorielle, une lecture plus phénoménologique. Ça, c'est un problème quand même. Ça, c'est effectivement un vrai problème. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est sur un document qui, malgré tout, est extrêmement parcellaire. Et donc ça, c'est l'une des choses sur lesquelles on va revenir tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se satisfaire que de la captation vidéo.
Pour vous donner une réponse, en fait, là, il n'y a pas de capteur. C'est une personne qui est en régie sur une tablette qui suit en fait les mouvements de la danseuse et qui envoie les effets depuis sa tablette. Donc, c'est vraiment une relation entre en fait une personne qui est en régie et la danseuse qui est sur le plateau. Donc, voilà. Alors, ça, c'est une partie du problème. C'est-à-dire que la captation vidéo, c'est quand même très parcellaire. Ça ne suffit pas. Mon autre problème, c'est le fait que le processus de création génère une très grande quantité de documents. Et finalement, la captation vidéo, c'est vraiment la partie immergée de l'iceberg. Donc, dans ces documents, vous allez trouver des échanges de mails, vous allez trouver des traitements de texte, vous allez trouver éventuellement des enregistrements de Skype, vous allez trouver aussi des vidéos numériques, peut-être des comptes Slack, peut-être des comptes Trello, peut-être des images sur Instagram, etc., etc. Si bien que je vous présente simplement une étude de cas que j'ai réalisée avec un metteur en scène français qui s'appelle Jean-François Perret, où j'ai récupéré uniquement les disques durs de 3 membres de la compagnie pour un spectacle qui certes est un peu un cas extrême, mais qui comprenait donc 2 installations, dont donc 2 installations présentées au Frénois, des performances qui ont eu lieu dans l'installation, 4 versions scéniques, dont une au Festival d'Avignon, un concert à l'Impact et une forme dans Second Life. Et là, je me retrouve avec, donc en collectant simplement les disques durs de 3 personnes qui ont participé au processus de création, avec plus de 10 000 documents et 20 gigas de données. Alors, voilà, donc la question, c'est vous ensuite, en tant que chercheur, moi je travaille aussi sur la question de la génétique des œuvres, comment est-ce que je reconstitue un processus de création à partir de 10 000 documents. Déjà, je ne peux pas lire ces 10 000 documents, un par un, qui était ce que je faisais. C'est-à-dire qu'avant, j'allais dans un centre d'archives, on me disait, voilà, vous avez... la question que vous posez, c'est combien de mètres linéaires vous avez. Puis en fonction du mètre linéaire... Alors parfois, vous ne connaissez pas... il y a des surprises sur la hauteur et la profondeur des boîtes. Mais vous arrivez à peu près à évaluer quel va être le temps de travail que vous allez y passer en fonction du nombre de boîtes. Voilà, avec les 10 000 documents, ça ne vous dit pas non plus exactement quel est... est-ce que c'est des documents de 500 pages ou de 2 pages? Enfin bon, voilà. Alors, tout ça, c'est lié à un phénomène qui prend de l'ampleur depuis que nous utilisons massivement les ordinateurs, qui est ce que les anglo-saxons appellent le patrimoine nativement numérique. Et ce patrimoine nativement numérique, il concerne à la fois donc, les documents du processus de création, et les documents qui composent l'œuvre elle-même, c'est-à-dire tout simplement, par exemple, les fichiers pour les régies, son et lumière. Alors, ces catégories ne sont pas toujours faciles à distinguer, et notamment quand vous récupérez les disques durs, ce qui est l'une de mes mauvaises habitudes. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez en régie, puis vous récupérez les disques durs. Tout ça est en général allègrement mélangé. Vous ne savez pas forcément quel est le document final qui est joué, qu'est-ce qui est de l'ordre d'une répétition, voilà. Donc, un joyeux bazar. Alors, tout ça m'a amené à réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait essayer d'avancer là-dedans. Parce que, en fait, quand vous êtes chercheur, vous êtes... moi, je ne suis pas du tout informaticienne à la base, je tiens à le préciser. Vous êtes un peu à la croisée de 2 chemins. Donc, vous avez un premier chemin qui est... Alors, d'abord, vous faites votre état de l'art. Et votre état de l'art, il vous raconte qu'en fait, il n'y a pas de solution à vos problèmes. Voilà. C'est-à-dire que vous rencontrez les régisseurs et vous leur dites, bon, mais alors, comment est-ce que vous faites pour tout simplement faire en sorte que la régie suive la tournée. Et alors là, il y en a qui ont des post-it, il y en a qui ont des carnets, il y en a qui ont des tableaux Excel. Donc, vous avez tout un tas de bonnes pratiques, mais il n'y a pas, un mode d'emploi de comment préserver une régie pour un spectacle. Et puis, moi, à cette époque-là, donc on était grosso modo en 2007-2008. Quand vous regardez ce qui est de l'ordre du big data, parce que là, on commence à... Alors, en fait, le big data, vous pouvez l'interpréter de différentes façons. La façon la plus générale, c'est de dire que c'est simplement une très grande quantité de données, et donc vous avez des millions de documents. Et une autre façon, c'est de dire que vous avez des données extrêmement complexes. Donc moi, je n'ai pas des millions de documents, j'en ai quelques milliers, mais ça suffit à mon échelle à être compliqué à gérer.
Et surtout, j'ai des documents qui sont extrêmement complexes. C'est-à-dire que dans ces documents, j'ai du texte, j'ai du son, j'ai de la vidéo, mais j'ai aussi des programmes informatiques, j'ai des patchs MaxMSP, j'ai du Pure Data, etc. Ce qui fait que j'ai une très grande hétérogénéité de documents. En général, quand vous travaillez en Big Data, vous travaillez sur un type de document. Vous travaillez soit sur du son, soit sur de l'image, soit sur du texte. Mais vous ne mélangez pas les différents types de documents. Or, moi, j'avais besoin de pouvoir mélanger tous ces types de documents, donc d'être dans un environnement multimodal. Du coup, voilà, vous faites votre état de l'art, et puis vous dites, bon, finalement, il n'y a pas de solution. Donc après, quand vous êtes chercheur, vous dites, ok, alors, j'ai 2 solutions. La première, c'est, je ne fais rien, j'attends que quelqu'un fasse le travail pour moi, ce qui est parfois une bonne solution. Et puis vous passez à autre chose, et puis vous faites des choses un peu plus faciles en attendant. Voilà. Et puis vous avez une autre façon de faire qui est de nous dire, bon, ok, donc, pour une fois, j'ai un vrai problème. Donc les vrais problèmes, c'est quand même amusant d'un point de vue scientifique. Et du coup, essayons de voir ce que l'on peut apporter comme réponse à ce problème. Et alors là, très vite, je me suis dit, je ne peux pas faire ça toute seule. Donc je me suis entourée d'une équipe. Thierry Cauduit, qui est au milieu, qui, lui, en fait, avait, d'une part, monté un logiciel qui s'appelle Yanix, qui est un séquenceur temps réel pour la musique contemporaine, et qui est sans doute l'une des personnes qui fait les régies les plus complexes pour le spectacle vivant. Donc c'est lui qui a été à l'origine de la Kitchen, qui a été, donc pour ceux qui sont plutôt côté théâtre, donc l'une des premières interfaces qui permettait de faire l'interactivité temps réel sur le plateau, bien avant l'IRCAM. Et voilà, donc Thierry, c'est aussi l'assistant de Pascal Dussapin, de Luciano Berio, c'est lui qui a monté son studio technologique. Donc c'est quelqu'un qui a une connaissance extrêmement pointue de ces problèmes de régie, et en plus il n'a aucune mémoire. Donc du coup c'était intéressant aussi par rapport à sa pratique. En bas, Guillaume Jacquemin et Guillaume Marais qui sont développeurs, donc ils sont informaticiens. Guillaume Jacquemin plutôt code en C et Guillaume Marais plutôt sur la question de l'ergonomie des interfaces. En haut à droite, Edwige Perrault qui a été ici pendant très longtemps, que vous devez connaître et qui, pour ceux qui sont peut-être dans les départements théâtre, et qui aujourd'hui donne les ateliers à Memory Call. Et en bas, Estelle Senet qui est ingénieure réseau et qui travaille aussi donc, sur la question sur la gestion réseau de Memory Call. Alors, mes 2 problèmes, si je les résume de manière assez synthétique, c'était d'une part, comment est-ce qu'on peut aider les artistes à documenter leurs œuvres pour effectuer des reprises, et d'autre part, comment est-ce qu'on peut aider les chercheurs à étudier la génétique des œuvres dans un contexte de patrimoine nativement numérique et de big data. Alors, tout ça nous a amené à concevoir dans un premier temps Recall, qui est donc conçu pour documenter une œuvre pendant le processus de création, c'est-à-dire vraiment depuis les toutes premières étapes de travail, et également pour documenter la captation vidéo de l'œuvre une fois qu'elle est terminée, c'est-à-dire vraiment de prendre en compte tout le processus de création. Alors, en fait, on peut distinguer 3 grandes stratégies de documentation dans les arts de la scène. La première, qui est la plus connue, c'est la question de la notation. Donc, comment est-ce qu'on peut faire une partition ? Et cette question de la partition, aujourd'hui, elle est extrêmement intéressante parce qu'elle est aussi beaucoup explorée dans le domaine, justement, plutôt muséographique, où on essaye de considérer finalement une œuvre comme étant une partition que l'on va pouvoir interpréter avec de nouvelles technologies. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport à ça, mais il y a la question de la partition et de la notation est quelque chose qui aujourd'hui revient de manière très très importante pour justement la question de la préservation du numérique. Et avec une question sous-jacente qui est, est-ce que l'on peut considérer un programme informatique comme étant une partition ? Voilà. C'est plus des réflexions théoriques, je ne vais pas forcément m'apesantir là-dessus. La deuxième stratégie de documentation, c'est la question de l'annotation, donc c'est-à-dire vraiment comment est-ce qu'on va pouvoir créer des commentaires, comment est-ce qu'on va pouvoir préciser des aspects. Et il y a une autre chose que l'on pourrait appeler la dénotation, qui est une façon finalement de s'abstraire du contenu du document lui-même et
donc passer finalement du close reading, donc de la lecture de près, à la lecture de loin. Donc c'est-à-dire comment est-ce qu'on va pouvoir avoir finalement une vision d'ensemble de ces 10 000 documents pour ensuite être en mesure de revenir à la lecture de près. Et donc l'un des enjeux qui était pour moi au cœur de la réflexion, c'était comment est-ce que l'on peut combiner à la fois la lecture de près et la lecture de loin. Encore une fois, s'il y en a certains d'entre vous qui travaillent sur la question des humanités numériques, quand on travaille sur des gros corpus, par exemple quand on fait la représentation, enfin la data vise avec par exemple des ruisseaux, etc., en fait on perd le lien avec le document d'origine. On perd le lien avec la source. Et ça, c'est extrêmement problématique pour les humanistes. Alors, du coup, à partir de là, j'avais donc ces 3 questions. Alors, pour le moment, Recall aimerait bien faire de la notation, mais n'en fait pas. Et la question de la notation est plutôt gérée dans Memory Call, et la question de la dénotation est plutôt gérée dans Recall. Et je vais vous présenter un peu les deux outils. Donc, je voulais vous présenter un petit peu la démarche dans son ensemble avant de rentrer là-dedans. Une autre précaution, c'est que Recall est un logiciel qui est pour le moment plutôt à l'état de prototype, qui demanderait encore beaucoup de développement pour tenir toutes ces promesses. Mais en tout cas, on a un prototype fonctionnel qui a permis de valider un certain nombre d'hypothèses. Et Memory Call, par contre, lui, est une web app qui est tout à fait, qui fonctionne, qui va dans peu de temps aller sur un autre serveur qui est celui du Manum, donc qui est la très grande infrastructure de recherche gérée par le CNRS en France. Ce qui veut dire que le réseau ne sera plus aussi lent qu'il ne l'est actuellement, si vous avez fait des tests, parce que c'est mon serveur et qu'il n'arrive plus à suivre. Voilà. Donc, je vais commencer par Recall. Donc, le principe de Recall, c'est en fait d'amener dans un même environnement tout type de documents. Donc, on est dans un environnement multimodal. La manière dont cela fonctionne, c'est qu'en fait, on extrait les métadonnées des documents. Donc, les métadonnées, c'est par exemple, vous avez un fichier Word, ça va être le titre du document, ça va être la date de création, éventuellement la date de modification. Mais ça peut être extrêmement riche, les métadonnées. C'est-à-dire que quand vous êtes sur un document PSD, un document Photoshop, dans les métadonnées, vous avez toutes les manipulations qui ont été effectuées et que vous pouvez en fait extraire. Donc les métadonnées, elles sont plus ou moins riches, plus ou moins détaillées en fonction du type de document. Et on va donc, nous, les extraire pour ensuite visualiser l'ensemble des documents. Alors là, vous avez l'interface de Recall. Vous avez donc... Est-ce qu'il y aurait un pointeur éventuellement? Non, il n'y en a pas, c'est pas grave. Désolé. Donc, vous avez donc une petite bande bleue là à gauche qui est simplement le menu. Dans la partie supérieure au milieu, vous avez l'ensemble des documents sur lesquels vous avez un aperçu donc de tous ces documents. Et en bas, ce qu'on appelle pompeusement l'interface de visualisation de données, où grosso modo, vous avez un point égale un document. Et à droite, les métadonnées avec un certain nombre de possibilités. Donc, je vais vous montrer un film avec une démonstration qui va vous permettre de voir un peu mieux ce que ça fabrique. Voilà. Donc, lorsque vous importez votre projet, vous avez donc cette fenêtre qui s'ouvre directement de cette manière-là, avec l'ensemble des documents qui apparaissent. En bas, vous avez donc les documents qui sont représentés sous forme de points, et dans un premier temps, sous forme chronologique et par personne. Donc un point égale un document, et lorsque vous cliquez sur l'un des points, vous avez sa fenêtre de métadonnées qui apparaît à droite. Vous pouvez, là ça devait être du son, le jouer directement. Vous pouvez ouvrir le fichier directement dans votre Finder et dans le logiciel si vous l'avez encore. Et le premier classement est donc par personne et par ordre chronologique. Donc là déjà ça vous dit qui a travaillé quand. Donc ça c'est déjà une première vue d'ensemble sur les différents contributeurs au processus de création.
Vous pouvez également géolocaliser les documents. Donc ça marche quand vous avez les métadonnées, donc ça marche surtout pour les photographies. C'est important. En fait, l'idée, c'est aussi de travailler sur différents types de mémoire. Il y a des personnes qui ont plutôt une mémoire visuelle qu'une mémoire sur les noms de personnes, etc. Et ensuite, vous allez pouvoir jouer avec les deux axes, un troisième axe étant la couleur. Donc là, vous allez par exemple pouvoir afficher les documents, non pas par personne en axe horizontal, mais par type de document. Et donc là, de cette manière, vous voyez quand est-ce qu'on a travaillé sur le texte, quand est-ce qu'on a travaillé plutôt sur l'image, quand est-ce qu'on a travaillé plutôt sur le son. Et donc là, on commence à avoir des informations sur le processus de création, alors qu'on n'a pas encore ouvert les documents. D'accord ? L'autre chose, c'est que vous voyez que vous avez des petits points qui relient les documents. Ça, c'est pour les documents qui sont dupliqués. J'y reviendrai après. Un gros problème avec les métadonnées, c'est que très souvent, elles sont incomplètes ou elles sont fausses. Donc, on peut les corriger ou on peut les augmenter dans l'interface de Recall. On peut également ajouter des mots-clés en folksonomie. Alors, il y a évidemment le désir d'importer des vocabulaires, des thésaurus, etc. Mais ça, c'est partie des documents ultérieurs. On n'est pas en Dublin Core, mais on est très proche du Dublin Core. Et le jour où mon développeur sera gentil avec moi, il me fera les métadonnées en Dublin seront en Dublin Core. Mais on est préoccupé par cette question d'interopérabilité. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'on donc enregistre un certain nombre de mots-clés sur les documents, vous voyez peut-être ici une petite zone grise qui crée un chemin entre les documents. Ça permet en fait de voir comment une idée a circulé, par exemple, d'un document à un autre et d'une personne à une autre. Donc c'est déjà une façon de commencer à retracer l'émergence d'une pensée et la manière dont on peut voir la manière dont elle progresse entre les personnes et entre les documents. Voilà, donc ça c'est simplement un certain nombre de fonctionnalités pour vous donner un peu une vision d'ensemble. Sur les métadonnées, on peut aller de manière beaucoup plus fine et beaucoup plus précise. L'autre chose, c'est que vous avez donc des petits pointillés qui relient certains documents entre eux. Ces petits pointillés signifient que vous avez l'exacte copie d'un même document, indépendamment du nom du fichier ou de l'auteur, ou etc. Donc en fait, on fait simplement une analyse, on concatène le fichier et on est en mesure de dire que ce sont deux fichiers strictement similaires. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant de repérer les doubles ? C'est intéressant tout simplement parce qu'un document qui a été copié est vraisemblablement un document important. Donc, moi, si je commence à faire du close reading, donc à me dire, voilà, quels sont les documents que je vais aller lire, donc quels sont les 50 documents parmi les 10 000 que je vais lire, je vais d'abord commencer très souvent par ces documents qui sont dupliqués. Et là, sur Perret, c'est assez flagrant, c'est-à-dire que le document qui a été dupliqué, c'est la partition du spectacle. Perret appelle partition en fait un collage de texte qui sert de base ensuite au spectacle. Donc c'est vraiment, si vous voulez, le document principal sur lequel se base tout le spectacle. Voilà, donc c'est des choses comme ça qui peuvent paraître extrêmement pragmatiques. Donc assez simple. Voilà, donc Recall permet grosso modo d'aller aujourd'hui sur l'analyse du processus de création. Il y a beaucoup à faire sur la question de la préservation des œuvres, notamment avec des systèmes d'alerte qui peuvent être très simples, c'est-à-dire de dire attention, vous avez noté que ce document est important puisqu'on peut le taguer. Ce document, c'est la version MaxMSP numéro je ne sais pas quoi. MaxMSP vient de sortir une nouvelle version. Faites attention, il faudrait peut-être commencer à porter votre patch vers la nouvelle version. Alors, ça ne conserve pas directement, mais c'est simplement une question d'incitation. Parce que Recall ne peut pas prendre en charge toutes ces questions-là, parce que vous avez tellement de formats de fichiers. Voilà. Mais par contre, en termes de préservation, ce qui est intéressant, c'est que c'est beaucoup plus facile de préserver du code si vous portez d'une version à la suivante, plutôt que si vous faites un gap entre la version 1 et la version 10. Là, en général, ça ne va pas du tout.
L'autre chose, c'est que Recall va vous faire tout l'historique. Donc, il ne va pas faire le versionning, parce que le versionning peut être fait dans d'autres logiciels. Par exemple, si vous travaillez sur une Dropbox. Mais il va vous maintenir tout l'historique des fichiers. Donc ça vous permet aussi de retourner à des états antérieurs. L'autre chose, c'est qu'il enregistre votre environnement de travail. Donc, lorsque vous travaillez, mettons sur MaxMSP, il vous dit, c'était sur telle version, sur tel OS de Mac. En même temps, vous aviez tel et tel autre logiciel qui était ouvert dans telle autre version. Donc, vous avez votre environnement de travail qui est enregistré. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'ensuite, si vous allez vers des méthodes de préservation qui sont les machines virtuelles, il faut être en mesure de reconstituer l'environnement de travail. Voilà. Donc, il y a comme ça certains éléments qui sont déjà implémentés dans Recall, mais qui doivent aller beaucoup plus loin. Alors, Memory Call s'attache à cette question de la captation vidéo, puisqu'en fait, c'est quand même considéré comme le document le plus important encore aujourd'hui pour les arts de la scène, que ce document, il est extrêmement problématique, comme on l'a déjà dit. Et l'idée avec Memory Call, c'était de combiner en fait deux approches. L'une qu'on peut qualifier d'intra-documentaire, c'est-à-dire d'annoter la vidéo elle-même, et l'autre d'interdocumentaire, qui est donc de relier des documents et des pages web à la captation. Alors, je vais plutôt commencer directement par une démonstration. Donc, on retrouve la captation vidéo du spectacle à Canaille de Adrien Eclair. Et ce document, à droite, va être relié à un certain nombre d'autres documents qui vont s'ouvrir et qui là, par exemple, peut être le PDF qui va présenter donc, le script la partition de ce spectacle. Mais vous pouvez aussi relier des images, vous pouvez relier des fiches web, etc. Et ces documents apparaissent au moment où ils sont pertinents par rapport à la captation vidéo. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de mettre tout comme ça dans un paquet, un peu n'importe comment, mais c'est vraiment de contextualiser les documents par rapport à une épine dorsale qui est la captation vidéo. Voilà, alors, vous pouvez également rajouter de la notation textuelle qui va apparaître plutôt sous forme de surtitrage. Ensuite, ces captations ces captations hypertextuelles, si vous voulez, forment ce que j'appelle une capsule. Et ces capsules ont un code d'embed qui fait que vous pouvez le mettre où vous voulez sur une page web. Les vidéos viennent de YouTube ou de Vimeo en streaming, donc elles sont appelées, ce qui nous évite de régler l'épineuse question des codecs et des codecs, pour ceux qui jouent avec. Donc comme ça, YouTube et Vimeo travaillent pour nous. Les documents que vous téléchargez sont uploadés sur le serveur, et les documents qui sont des pages web sont donc directement reliés sur les pages web, donc on ne copie pas le contenu web sur notre serveur. Alors, les usages de Memory Call sont extrêmement divers. Le premier usage, c'est la question de la préservation. C'est-à-dire que, pour le coup, vous avez cette captation vidéo et vous allez pouvoir, cette fois-ci, dire « Attention, là, j'utilise tel type de capteur. Là, je suis dans telle configuration. Là, j'ai ma fiche technique, etc. » Donc, on va pouvoir simplement, finalement, prendre uniquement les documents qui concernent la préservation de l'œuvre. On va pouvoir l'utiliser de manière plus générale pour des questions de documentation plus larges ou de publication. C'est-à-dire que grosso modo, aujourd'hui, Memory Call remplace ce bon vieux DVD-ROM que l'on faisait dans les annexes de publication. Avec les documents multimédia, on disait, dans les années 90. Donc ça permet de faire aussi donc, de la publication enrichie. Et c'est très utilisé aujourd'hui dans l'enseignement. L'interface de Memory Call est extrêmement simple. C'est-à-dire que moi, je fais des ateliers avec des enfants de 12 ans pour tout simplement, soit de l'initiation à l'analyse de spectacle, mais c'est aussi très utilisé par les profs de collège et de lycée en France pour tout ce qui est éducation aux médias. J'ai aussi un prof de lettres qui l'utilise pour apprendre la dissertation avec ses élèves, ce qui n'était pas un usage prévu. Parce qu'il part de l'image et donc à partir de là, il y a des stratégies d'écriture qui peuvent se mettre en place.
Donc, en fait, les usages sont extrêmement divers. Je peux vous montrer très rapidement donc l'un des travaux qui a été fait avec une équipe de mes étudiants qui sont en master création numérique et où ce que je leur demande de faire, c'est d'aller filmer une œuvre qui est donc présentée dans le cadre de l'exposition Panorama au Fresnoy. Donc l'une des œuvres des étudiants du Fresnoy. Donc ils doivent filmer cette œuvre, réaliser des interviews avec les artistes, effectuer le montage, récupérer la documentation et choisir l'angle éditorial donc qui va être le leur ensuite pour réaliser cette capsule. Et donc ensuite assembler l'ensemble des documents, très souvent aussi les remettre en page, les réécrire, enfin voilà, et donc publier une capsule sur le travail d'un artiste défini. Là, cette artiste-là, qui est Mathilde Haven, était tellement contente qu'elle a présenté Ars Electronica avec ce travail-là. C'est-à-dire que le dossier qu'elle a envoyé, c'était la capsule réalisée par les étudiants. Voilà. Donc le principe, si vous voulez, pour résumer, c'est qu'on a donc cette captation vidéo à laquelle on ajoute soit des annotations textuelles, soit des documents, soit des liens, et ensuite on obtient une capsule memory call, ce qui est tout un processus aussi de redocumentarisation, voire d'éditorialisation, comme dirait Marcello Vitali, puisque vous êtes voilà, aussi donc relié, j'imagine, à ces travaux de recherche. Mais donc c'est vraiment, si vous voulez, dans cette idée que ce qui est aussi extrêmement important avec le numérique, c'est de réutiliser les documents, puisqu'en fait c'est dans cette réutilisation des documents que l'on va pouvoir garantir leur pérennité. Voilà, donc c'était aussi un peu ça le sens de ces travaux. Et je ne vais pas m'étendre parce que ça fait déjà un petit moment que je parle. Juste pour conclure, vous dire que les logiciels que je développe sont open source et gratuits. J'ai été soutenue par de très nombreux partenaires dans le domaine des institutions culturelles et en premier lieu le ministère de la Culture en France. Voilà, je vous remercie.